Salut à tous et toutes. Donc aujourd'hui, nous avons la visite de Carthage, le génial créateur du système de règles Nephilim sur Foundry VTT, et il vient nous montrer les nouvelles fonctionnalités qu'il a mis en place depuis quelques jours, quelques semaines. Donc nous allons pas tout refaire. Je vais vous mettre dans les commentaires le tuto, le premier tuto qui explique le système de base. Mais ici, vous aurez les améliorations et les nouveautés. Salut Carthage. Salut Kylian, salut tout le monde. Bon, Alors, bienvenue dans ce tuto. bienvenue à tout le monde. Cool. On va commencer direct. On va essayer de faire 1 heure à peu près par un retour rapide sur le fonctionnement du système. Donc, juste pour dire que dans le système, comme souvent sur Foundry, tout est sur la fiche de personnage. Et donc, c'est en utilisant la fiche de personnage que vous pourrez soit lancer des GD, soit voir les compétences, les vécus, tout le système est sur l'acteur, une grande partie du système est sur l'acteur personnage. Donc, on va en regarder un. Voilà. Donc, avec les onglets description, Nephilim, vécu, combat, magie, cabale, vous aurez tout un tas d'onglets que vous pouvez changer dans l'onglet options. Vous pouvez en ajouter et en enlever dans l'onglet options. Donc en fonction de votre Nephilim, si c'est un Sélénim. Donc ça on l'a déjà montré, on ne va pas revenir, mais le fonctionnement n'a pas changé. Ce qu'on voulait montrer, ce que moi je voulais montrer, ce que j'adore, c'est les nouveaux designs qu'on jette un jet de dés, avec aussi les sliders ou les listes qu'on lance un jet de dés. Et Carthage nous montre ça. Comme d'habitude, on clique sur le D pour faire un G. Ici, on peut choisir un G simple ou opposé, comme la dernière fois. Ça a été remanié. On peut rajouter des approches. On peut ajouter un modificateur. Donc là, on a la possibilité d'avoir une liste déroulante. Ça va être recalculé automatiquement le score final qui se trouve tout en haut. Et la nouveauté, c'est que dans les options du système, on peut choisir quel type de modificateur on va appliquer. Donc le clavier, on rentre à la main les modificateurs comme c'était fait avant. La liste, je vous l'ai montré. Le slider, c'est un peu nouveau. Voilà, on peut appliquer un malus qui va de -50 à un bonus qui va de +50. Voilà. Et c'est la classe. Donc chacun choisit comment on peut faire ça. Au niveau du chat, comme tu l'as dit, ça a été modifié, donc c'est un peu plus clair, je trouve. Du coup, on a le personnage acteur, le thème en fait du jet. Si c'est un jet d'opposition, on verra l'acteur qui s'oppose. Et comme d'habitude, la marge et le résultat. Et donc, on peut même effectivement ouvrir les objets. Par exemple, quand il y a un sort, vous pouvez l'ouvrir et le MJ, du coup, peut aller vérifier comment ça fonctionne le sort. Donc ça, c'est hyper pratique. Si vous faites un échec critique ou une réussite critique, il y a un petit texte qui apparaît en disant, par exemple, sur les sorts, vous aurez un point de sapience gagné si c'est une réussite critique ou une chute si c'est un échec critique. Donc, c'est extrêmement aidant, cela. Ça, c'est soumis au message. C'est une option, en fait, message du chat. Il faut activer pour ajouter des informations supplémentaires. Donc là, c'est activé. Donc, pour illustrer ce que tu viens de dire, je vais lancer un sort en rajoutant... il faut faire un critique, donc ça va être compliqué. Mais on verra le... T'as une chance sur 10. Une chance sur 10. Un peu plus. Mais croyez-nous sur parole, ça s'affiche. Les messages pour aider. Alors, si on peut revenir sur le setting, moi j'ai un petit point sur quand on est sur le setting, avec juste pour bien prévenir, donc c'est coché quand le point est noir. Et ça, c'est important parce que je me suis fait avoir 2-3 fois, pensant que c'était le point blanc. Donc, le point doit être noir entouré de blanc pour que ça soit bien coché. Et vous verrez quand vous préparez les scènes aussi. N'oubliez pas, voilà. Donc là, on est en mode debug aussi. Ouais, il y a quelques fonctionnalités qui sont là. Donc là, on a léger avec le nouveau design des messages, les modificateurs en slider ou en liste. Est-ce qu'on peut voir les nouveaux skins? Parce que ça, c'est
la grosse nouveauté. On est sur Skin Soleil, c'est-à-dire un espèce de template, de design Soleil, là, présentement. Et Carthage nous a concocté plein de thèmes. Ouais. Donc c'est dans les options hein, qu'on peut choisir. Personnellement, il y a la Terre, je trouve assez sympa. Je suis pas artiste, donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais grâce à l'aide d'un joueur qui m'a envoyé tout un tas d'images, ça a pu avancer pas mal. Je remercie d'ailleurs beaucoup. Le feu, par exemple. Donc ça s'applique uniquement à la fiche de personnage ouverte. Chaque personnage peut avoir une fiche avec un skin, c'est indépendant. Parce que c'est au niveau des options de la feuille de personnage, donc pour cet acteur-là. Hein. Voilà, donc on peut avoir des thèmes différents pour tous les acteurs. La lune noire. Donc ça change rien au fonctionnement de la feuille. Hein. Si vous voulez mettre d'autres options, il faut les choisir. Mais ça donne un skin un peu particulier. Bon, c'est pour le plaisir des joueurs et du MJ. Moi, mes joueurs l'ont fait, ils sont régalés. Bon, ils ont peut-être un peu changé par rapport à leur élément, mais c'est pas grave. Ce qui leur faisait plaisir. Et donc ça fonctionne bien. On a testé pas mal de fois. Et je crois que tu pourrais même en créer si tu es MJ, tu peux en créer. Est-ce possible? Alors c'est possible, mais il faut quand même mettre la main dans du code. Donc D'accord. je pense que ça mériterait un petit tuto. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, hein, c'est possible. Il faut d'une part fournir des images. Donc par exemple les triangles, les ronds, etc. Et d'autre part, il y a un petit fichier CSS à créer. Donc ça va donner par exemple la taille du cercle, les espaces nécessaires. Donc là, ça rentre dans la technique, mais celui qui est familiarisé avec du CSS, il peut très bien compléter et créer son propre thème. D'ailleurs, s'il y a des joueurs qui veulent proposer des thèmes, je suis partant pour les intégrer, hein, s'ils sont bien. J'ai un de mes joueurs qui veut faire un thème celtique, donc il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Donc Si vous voulez n'hésitez des pas à nous. précisions, Vas-y. oui, dans Discord, si des joueurs sont intéressés, vous pouvez me envoyer un message. Je ferai une explication pour vous dire où sont les fichiers et comment les remplacer. Et c'est ce que j'allais dire. Ou autrement, rejoignez-nous sur le Discord de La Fonderie. Il y a un chat pour Nephilim. Donc si vous avez des questions, je vous mets aussi en commentaire le lien vers le Discord de La Fonderie en dessous, dans les commentaires. Et ben maintenant qu'on a vu ça, on peut aller sur les périodes d'incarnation. Donc le cœur hein, de Nephilim, c'est comment le Nephilim a évolué dans le temps et les compétences, les vécus, les sorts qu'il a eus au fur et à mesure. Et donc toute la feuille va se construire avec les incarnations qui sont ici. Et donc tu as ajouté quelques fonctionnalités, quelques nouveautés à cela. Oui, ça a été remanié, simplifié. Du coup, alors ce que j'avais pas montré la dernière fois, je pense, c'est qu'on peut changer l'ordre. Alors, bien sûr, j'ai pas décadenassé. C'est une nouveauté. Tout est loqué quand le cadenas est cadenassé. Et là, pour bouger l'ordre des incarnations, il faut drag and drop celle du haut et la coller sur celle qu'on veut remplacer. Donc ça là, ça intervertit les incarnations. Donc ça, c'est la première Alors, chose. pour les intervertir, ça a un sens, hein, c'est parce que après, tu peux en appliquer ou pas en fonction de tes choix, ou par exemple de l'effet Rosenkreuz ou autre. Et donc, dans la feuille, ça a un sens, cet ordre. Tout à fait. Donc là, c'est l'Atlantide, donc c'est le plus ancien jusqu'au plus récent. Cet ordre, on le configure dans les options ici. Donc on peut choisir d'avoir l'époque la plus récente en bas ou en haut, suivant comment on a coché. Et du coup, ça va interpréter dans la feuille d'incarnation l'ordre suivant l'option. C'est important parce que si on joue, là on voit qu'on est sur la dernière incarnation, je peux choisir une autre période courante. Si je veux par exemple la Rome antique, je vais sélectionner la Rome et elle va devenir un peu grasse. Donc ça va indiquer aux joueurs qui jouent sur cette époque. Les autres vécus et compétences acquises a posteriori seront pas utilisées.
et on le voit dans la fiche. Donc Ça ça c'est s'arrête. intéressant, effectivement, quand vous avez fait un effet Horizon Cross qui vous enlève un vécu, par exemple, ou une période, ou si vous voulez jouer dans un effet Mnemos dans le passé, ça fonctionne directement très très bien. Alors il y a un cas, par exemple, je l'avais. Je fais jouer les Arthuriades en ce moment et je voulais pas que les joueurs voient leur vécu. Par contre, je voulais le préparer à l'avance. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est désactiver ce vécu-là. Moi, je vais le voir, mais les joueurs ne vont pas le voir. Du coup, il va falloir que je le réactive pour leur montrer qu'ils ont acquis une nouvelle période d'incarnation et que ça va être pris en compte. Ok. Voilà. J'ai un joueur aussi qui m'a envoyé un message là-dessus. Alors après, si vous voulez le détail, vous cliquez sur la période. Ça a été remanié, on voit vécu et quête, savoir dans un premier bloc, et les sorts acquis dans un deuxième bloc. Voilà. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'éditer. Donc là, c'est toujours le même menu contextuel sur les 3 petits points. Vous éditez, et là, ça fait apparaître les corbeilles pour supprimer. Vous pouvez changer les niveaux. Pour ajouter, il suffit d'aller drag and dropper dans les compendiums de base qui sont fournis, rappelons-le, autorisés gracieusement par Nemos, l'éditeur du jeu. On les remercie d'ailleurs. Et donc, Carthage a pu vous mettre tout ce qui est essentiel dans Quintessence pour jouer. Donc du drag and drop pour rajouter, et puis la corbeille pour supprimer, sans oublier le cadenas en haut à gauche, juste en dessous de l'avatar du personnage, pour pouvoir aller faire les modifs. Autrement, vous n'allez pas arriver à modifier si vous n'avez pas déloqué. Ouais, si vous voulez quitter le mode édition, faut afficher simplement. Vous cliquez sur afficher et ça sort du mode édition. Donc voilà les nouveautés. Voilà, sur la période d'incarnation, moi je trouve que c'est beaucoup plus lisible. À chaque fois ça s'améliore. Et bon là on a quand même un Nephilim qui a pas mal d'incarnations, donc ça rend encore plus lisible les choses. Moi j'avais une question. Oui, je t'en prie. J'ai oublié je relis les notes là. Il y a le ratier bretonien qui m'avait proposé quelque chose de sympa. C'est si vous cliquez sur les incarnations ouvertes dans les options, du coup ça va ouvrir toutes les incarnations par défaut. Et vous voyez tout d'un coup. Ouais. Ça c'est bien aussi. Bon, ça fait beaucoup d'informations. En fait, par expérience, les joueurs n'y vont pas souvent à la création quand ils modifient leurs dernières incarnations actuelles pour ajouter des éléments. Mais effectivement, ça peut permettre de lire, d'aller voir son passé. Et puis, parce qu'on a tout dans vécu, quelque part, finalement, dans l'onglet vécu, on va se retrouver avec tous les vécus, les compétences. Mais ça, c'est pas mal du tout. Moi, j'avais une question sur la gestion des points de sapience. Parce que, oublions pas que la feuille de perso telle qu'on l'avait présentée la dernière fois, quand on crée un personnage et qu'on va mettre des compétences, ça recalcule les points de sapience derrière. Et puis, quand vous allez faire progresser votre Néphilim, vous allez lui donner, en fait, le MJ va donner des points de sapience. Comment ça fonctionne, les points de sapience, et comment toi tu l'utilises? Alors il n'y a pas d'automatisation là pour le coup, c'est juste des valeurs qu'on note dans la fiche vécu, dans l'incarnation. Pour mes mots, là c'est marqué un point d'incarnation que vous avez acquis. Ça c'est pendant la phase de création, si vous voulez noter, avoir un aide mémoire pour l'historique de votre création de perso. La sapience dépensée, si vous voulez les noter, et la sapience à dépenser. C'est 3 petites jauges que vous gérez à la main. Donc pour l'instant, moi je les gère de façon manuelle avec mes joueurs. Ok. Et donc imaginons il y a une compétence que tu veux faire, que tu veux augmenter de vécu. Tu vas dans l'incarnation qui va bien. Par exemple, est-ce que là on en a une décepteur, voilà. Imaginons décepteur. Et donc pour aller de 5 à 6, j'ai plus le tableau en tête, je pourrais le trouver, mais bon, ça va être... Ça va être 10, ouais, voilà, j'allais dire 10, et puis vous faites à la main en mettant, vous en avez 19, et puis dépensez 10
dans la case du milieu, enfin dans le cercle du milieu. Et comme ça, vous trouvez ce que vous avez dépensé et comment vous l'avez fait. Donc voilà, il va falloir le suivre pour l'instant. Imaginons, je demanderais peut-être faire une demande au créateur en disant un log des points de sapience, mais ça sera pour une nouvelle demande. Et là, c'est le cas simple, parce que le cas compliqué, c'est si vous voulez monter, par exemple, la basse magie, qu'il y a des périodes, vous voulez monter une période précédente, ou du coup, la façon de gérer ces points, ça va être personnel à votre façon à votre table, parce que soit vous mettez les points, donc c'est compliqué, dans le sens où vous avez, par exemple, 8 en basse magie au total, dans la période actuelle, mais si vous voulez monter un point ou deux dans la période de l'Atlantide, quel est le nombre de points de sapiens que vous allez utiliser? Qui n'est pas le même que ce que vous utiliseriez si vous étiez aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui vous êtes déjà plus qu'à l'époque. J'espère que je suis clair. Mais pour reprendre, c'est-à-dire que si vous faites aujourd'hui, on va dire que si vous êtes dans la campagne actuelle, votre personnage il a déjà 8 en basse magie, vous allez monter à 9, c'est un certain point de sapience. En revanche, si vous faites un effet Mnemos et qui monte la basse magie à la chute de l'Atlantique, ça lui coûtera que 3 points de sapience. Et en fait, la conséquence, c'est qu'il montera à 9 quand même actuellement. Pas vraiment, parce que tu vas recalculer les points de sapience de toutes les incarnations. C'est ça? Donc, il faut faire des tests pour que vous arriviez à voir à quel moment. La plupart du temps, on va le faire à l'époque actuelle de toute manière, donc ça va vous coûter de quoi monter la magie actuelle ou la passe magie actuelle. Et si vous rechangez dans le passé, faites attention aux dépenses de points de sapience. Ça qu'on dit. Ça va pas être linéaire, c'est pas une linéaire. Donc sur les points de sapience, on a fait un peu le tour. Est-ce qu'on peut regarder les macros? Ouais. Alors on l'avait pas trop montré la dernière fois, mais c'est quelque chose que j'utilise pas mal. Alors vous allez par exemple dans la fiche vécu, vous pouvez drag and drop les vécus, les compétences, savoir, quête, chute, etc. Vous pouvez aussi récupérer les sorts, hein, alchimie, invocation de cabale. Alors, il faut comprendre que la macro, elle s'applique sur le token que vous venez de sélectionner. Alors, rien n'empêche d'éditer la macro pour ceux qui connaissent, et puis du coup de regarder le script. Mais globalement, si je prends pas de personnage, ça va pas marcher. Il faut que je choisisse un personnage et que je clique sur la macro que je viens de créer, et là, ça va faire le jet de dés comme si j'étais sur la fiche de personnage. J'utilise ça en tant que MJ parce que si j'ai plusieurs personnages, je sélectionne celui qui va bien, son token, et j'applique la macro. Ok, voilà. Donc en fait, c'est bien une macro qui est pas celle du joueur qui le lance, mais du token qui est sélectionné. Ça marche aussi pour si un joueur veut le faire, il faudra qu'il sélectionne bien son token sur l'écran. Ah, ça marche aussi avec les éléments. Hein. Vous pouvez drag and drop les cas. Donc moi, je suis assez fan de ça pour quelques compétences ou les sorts que les joueurs lancent tout le temps. Non, ils le font souvent. Après, la feuille de personnage, ça va assez vite pour aller dedans et faire le jet aussi. Mais c'est pas mal du tout. C'est sympa, ça. Donc ça, c'était pour les macros. Comment on crée une macro, en fait, d'un élément du jeu dans la barre des macros. Le verrouillage des fiches, ça tu nous as montré déjà, donc ça marche pour tous les onglets. Hein. Ce verrouillage, c'est pour ça qu'il est à côté de l'image. Et puis, alors la description avec la possibilité de drag and drop. C'est une petite précision, hein. C'est que vous pouvez, quand vous éditez la description de votre personnage, vous pouvez aller drag and drop des. Il faut que tu déverrouilles. Ouais. Comme quoi. Du coup, voilà, je vais pouvoir ajouter des liens. Donc ça, c'est intéressant pour les PJ, c'est intéressant pour les PNJ aussi. Moi, je le fais. Parce que souvent, le PNJ, je suis que sur la description, j'utilise peu les menaces, etc. Donc,
Je mets s'il y a une scène qui est liée à un journal, par exemple, parce qu'on peut lier tout un tas d'éléments ou un autre PNJ. Donc ça peut être, ça peut vous aider à optimiser. La description, c'est le premier onglet qu'on voit dans la feuille de perso, et donc on peut mettre pas mal d'infos sur votre Nephilim, background, etc. Donc ça, c'est le fonctionnement de Foundry, hein, je crois, sur tout ce qui est texte. Si je m'abuse, on peut comme ça drag and dropper des éléments. Tout à fait, ouais. Alors Alors, maintenant, oui. non, non, c'est bon. Alors maintenant, je te propose on avait mis les formes élémentaires, le Nephilim, forme élémentaire par défaut. Sinon la dernière forme de Kaiba. Donc on va venir sur les flûtes. Donc rappelez-vous, hein, il y a plusieurs flûtes. Il y en a 3 grandes avec des formes et des variations. Et on peut en avoir d'autres, hein, des flûtes, on peut en créer, c'est des items, hein, qui sont créés, qui sont d'ailleurs, il y en a de base dans le compendium livré avec le système. Et donc on peut les faire évoluer de mémoire directement sur la feuille Nephilim ou en allant jouer sur les incarnations et la chute qui est dans les incarnations. Alors, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que alors, les points de chute, ici, vont être appliqués sur la période courante. C'est-à-dire que si je rajoute, par exemple, plein de Kaiba, je vais le voir apparaître dans la période d'éveil, normalement. Voilà, j'ai rajouté tout ce Kaiba ici. La forme de Kaiba qui va être utilisée, je crois que c'est la forme élémentaire dans le livre de base. Vu qu'il y en a plusieurs, il y en a 4. C'est celle-là qui va être utilisée. Si j'avais collé par exemple gigantisme, bananisme, c'est cette dernière qui sera appliquée parce que c'est le Kaiba courant. D'accord. Elle est liée au type de Kaiba. C'est ça. Et du coup, on voit apparaître entre parenthèses pour que ce soit plus clair. Si on l'enlève, par exemple, on verra qu'on n'a plus beaucoup en forme élémentaire. Si j'avais collé, par exemple, ici, à une chute, vous pouvez le faire à la main, hein. Vous mettez du gigantisme. Par exemple, là je mets 5. Là je vais supprimer. Parce qu'on peut Peut-être pas pas que je fasse ça. avoir deux formes différentes de Kaiba, sinon vous n'avez pas de bol en tant Normalement, que Nephilim. voilà, Et, gigantisme apparaît. et là, si tu rajoutes 2 points, ça va te le créer en actuel, hein, c'est ça? Si j'ai compris la logique. Voilà. Et là, Voilà. ce sera le gigantisme. Parfait. Donc ça, c'est pratique pour gérer. Alors les autres, elles sont un peu plus simples parce qu'il n'y a qu'une forme, hein, sur la narcose, par exemple, il n'y a qu'une forme de narcose. Et donc ça fonctionne de la même façon, ça vient l'appliquer sur la dernière incarnation. Donc ça peut être pratique. Je sais pas si sur vos tables ça bouge beaucoup, mais chez moi finalement ça commence à bien bouger les chutes entre la magie et le MJ sadique. Exemple. Donc voilà pour les formes et la gestion des chutes. Sur la magie, on va faire un petit tour sur la magie. Alors encore une fois, ça va pas revenir à tout ce qu'on avait expliqué la dernière fois, mais la magie, tu as rajouté entre guillemets, des contraintes, en tout cas des liens entre la magie et puis la voie de magie, et puis aussi des prérequis pour le lancement, si on faut avoir le focus par exemple. Donc ça permet de pas oublier des points de règle quand on joue un magicien et que par exemple on a un sort qui est plus qui est pas dans sa voie, par exemple. Ouais, je cherchais le personnage. À la période actuelle, je vais y rajouter un sort de haute magie. Et j'ai pas accès à la haute magie normalement. Parce que j'ai pas le niveau. Donc je vais coller un bouclier lunaire. Typiquement, ça serait le cas où on a un focus de haute magie, par exemple. Donc, on pourrait en théorie, en utilisant un focus, lancer la science occulte. Et par contre, on vous dit, bah non, parce que vous n'avez pas la voix. Vous n'avez On pas n'a la pas la haute voix. magie. Voilà. Par contre, on peut éditer le focus quand même. Vu que c'est... Voilà. On peut dire qu'on a le focus, mais on n'est pas plus avancé pour l'instant. Donc ça permet effectivement de gérer ça et pas de se bourrer en live. Alors maintenant, c'est la voie des sentiers sinueux.
Du coup, il y a une contrainte sur les voies magiques. Et la règle, c'est que il me faut au moins 3, je crois, ou 4 pour... il y a une contrainte sur les cercles initiatiques, c'est-à-dire que par tranche de 2 degrés, et c'est un cercle initiatique en plus, et il faut un certain niveau pour lancer un sort d'une autre voie. Ouais, c'est ça, Là, par exactement. exemple, si je suis Tu peux d'une autre voie, lancer, si je m'abuse, et la règle n'est pas la bonne, des sorts de 2 niveaux en dessous d'une autre voie. C'est-à-dire il faut avoir 4 pour lancer 2, ou 6 pour lancer des degrés 4. Je crois, mais si c'est pas exactement ça, c'est pas loin. c'est ça, faut regarder les règles, je m'en souviens plus trop, mais c'est implémenté en tout cas. Du coup, là, si je mets de la haute magie, ce qui doit être possible, ça laisse se passer. Donc si on met ici, il a 6 en haute magie, même si c'est pas sa voix, parce il peut, parce que lui, il est voix des principes égarants, le bouclier lunaire, c'est une autre voix, enfin, c'est 2 autres voix, et il peut quand même le faire parce qu'il est suffisamment puissant en haute magie. Donc voilà, ça a été implémenté, ça permet de contrôler on va essayer, ça tu testes si c'est 2, ça doit être un peu plus de 2. C'est pareil pour les focus, si le focus n'est pas déchiffré, vous pourrez pas, normalement, donc il a appris, tatoué, déchiffré, voilà, si vous n'avez pas le focus, et qu'il est, ça permet de se rappeler, et aussi, il y a un truc qui est important, c'est que s'ils n'ont pas le focus sur eux, parce que souvent les Néphilim ne se baladent pas avec leurs 25 focus, ou leurs 5 focus, que le joueur, il a pas sur lui, il peut pas le faire, sauf si c'est appris, bien entendu, ou tatoué. Mais ça permet que les joueurs n'oublient pas, et le MJ, comment on utilise la magie. Alors ça marche aussi pour les invocations, peuvent se faire avec des focus, par exemple. Donc maintenant qu'on est sur la cabale, on peut regarder l'arbre de vie. Donc t'as mis, ça je crois qu'il n'y avait pas au dernier tuto, l'arbre de vie qui était dessiné avec un onglet spécifique. Arbre de vie. Alors qu'on active la cabale dans les options, ça fait apparaître plusieurs onglets. 2. Donc la cabale et l'arbre de vie. La cabale, bon, vous l'avez vu. L'arbre de vie, voilà. C'est juste à titre informatif. Ça vous donne l'arbre complet avec vos niveaux dans les séphirotes. Et c'est pas éditable. C'est toujours dans l'onglet incarnation. Un rappel. Voilà. Un rappel, et je trouve que c'est pas mal pour se rappeler, parce que là on voit qu'il est cercle 2, puisqu'il est arrivé à Tiferet, et d'un coup on peut voir aussi l'évolution. Donc c'est assez joli, je trouve, mais comme tu le dis, on peut pas changer les scores à ce niveau-là. Le propos est bien de le faire via les incarnations pour le mettre à jour. Alors sur l'alchimie, pareil, t'as bossé vraiment pas mal pour optimiser le design, et j'ai testé récemment. Alors je suis pas un expert de l'alchimie parce que j'ai aucun PJ et je suis pas un grand fan, mais il y a l'alchimie et le laboratoire. Donc l'alchimie, il y a toujours la notion de focus, et le laboratoire, il a une autre tête maintenant, avec le laboratoire et la matériae qui est optionnelle, matériae. C'était un gros boulot là. C'était tout repris, donc il y a 3 du coup onglets quand on active l'alchimie. Donc l'onglet alchimie qui est le classique avec tous les focus. La quantité de vaisseaux qu'on transporte sur soi, et puis celle au global qu'il y a dans le laboratoire, vous gérez ça comme vous voulez, qui a été produite. Après, il y a le laboratoire en lui-même. Donc ça, il y a pas mal d'évolutions là-dessus. Déjà, on voit qu'il y a les constructs qui sont affichés, les niveaux des constructs et le niveau de cas. Comme d'habitude, si vous voulez les éditer, il faut décadenasser. Et vous pouvez activer ou désactiver les constructs en cliquant sur l'image. Donc, suivant les voies d'alchimie que vous avez, vous pouvez avoir un laboratoire un peu différent. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit directement, si vous êtes comme ça, là, vous voyez clairement que vous en avez que 2, et ça, c'est parlant.
Moi, je trouve que c'est la classe. Après, l'autre chose dont j'ai le cas chez mes joueurs, parce ils étaient deux alchimistes et ils utilisaient le labo de l'autre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand vous êtes en mode édition, là, vous pouvez prendre un joueur alchimiste. Voilà, vous drag and droppez sur cet onglet laboratoire et vous pouvez utiliser le laboratoire de l'autre. Voilà. Et aller lui Donc là, voler ses matières premières et son énergie. Bravo. Bravo. exactement. Et du coup, dans les matières premières, c'est les vôtres. Par contre, les K-éléments et le niveau de construct, c'est Celui du laboratoire. celui de laboratoire utilisé. Donc ça vous change tout le pourcentage. Et là, du coup, on voit qu'on peut plus trop lancer parce que il n'y a pas le construct qui va bien. Il va bien. Voilà. Donc si vous voulez revenir, alors vous pouvez effacer bien sûr un laboratoire. Le visiteur, mais vous pouvez pas vous effacer vous. Voilà. Donc ça, c'est un gros boulot sur la chimie. Là, moi je trouve ça hyper visuel. Donc vous pouvez faire ça plus rapidement. Et on peut regarder effectivement. Alors, tu as les matérias primaires, tu as fait un onglet à part qui est une option. Tu peux l'avoir ou pas, je crois. Je fais des bêtises. Et donc, ça va vous aider en consommant de la matière première, des matérias primaires, ça va vous aider à faire vos formules dans le laboratoire. Ouais, alors la nouveauté, c'est que vous avez le maximum permis par le laboratoire et vous pouvez éditer le nombre de matériaux primaires que vous en stock. Vous pouvez y glisser les matières premières non raffinées, on va dire. Et puis, qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Oui, c'est le calcul automatique dans les options du laboratoire. Si vous choisissez de calculer automatiquement les ressources, là, avec cette option, dès que vous avez lancé un sort alchimique, ça va décompter les matières premières du stock. Donc là, je sais plus, faudrait que je regarde, mais si vous faites de la bouffée d'esprit, c'est de l'air. Donc ça doit vous compter, vous consommer de l'air, et ça va vous rajouter automatiquement la quantité dans le laboratoire de vaisseaux. Donc l'air, j'en ai dans... c'est où? J'en ai 12. Donc si je lance... alors je sais plus pourquoi. Ça. Avec celui-là. Donc et là, on c'est quand je l'édite. Donc alors là, on lance réduction élémentaire d'eau. Et tu vas voir... J'en ai 0. Donc il faudrait que j'en colle un petit peu quand même. Ouais, histoire que ça fonctionne. Alchimie et puis réduction élémentaire d'eau. Donc là, c'est passé à 3. Ouais. Et puis j'étais à 5, je crois, de mémoire. Donc ça a dû décompter à 3. Exactement. Ça a décompté... Donc ça fonctionne automatiquement sur l'utilisation des matières premières pour diminuer le stock. Et augmenter, donc ça augmente le nombre de vaisseaux alchimiques. Vous aurez plus de vaisseaux grâce à la matière première consommée. Maintenant, tu as rajouté une petite fonction intéressante sur les akashas. Que on avait pas mal de personnes qui utilisent les akashas. Moi, ça commence d'ailleurs dans ma campagne. Alors, si vous voulez utiliser les akashas, c'est l'option akasha qui est effectivement décochable, je sais plus où, plan subtil, voilà. Vous avez ici les akashas et les entitaires et les deux, je sais pas comment on appelle les véhicules, ou la nef et la barge. Donc, quand vous déverrouillez, vous pouvez en fait activer ou pas le véhicule. Donc là, vous aurez pas de nef, là vous aurez pas de barge. Il suffit de cliquer pour les avoir. Via le. Et puis vous avez, alors moi je l'utilise comme ça parce que mes joueurs voyagent beaucoup, dont certains, et du coup j'ai un petit compteur que j'utilise pour compter le nombre de portes qu'ils ont franchies.
et ça va vous donner un bonus en fait, qui est Ouais. calculé un peu comme les pointes, les degrés suivant les points de Sapiens. Donc Si voilà, c'est un ça grand voyageur ou pas. si c'est un grand voyageur, il sera de plus en plus fort. Et donc ça, c'est une option. Certains l'utilisent ou pas. Ça peut être intéressant pour garder la trace pour vos joueurs de leur sapience en voyage dans les plans subtils. C'est le but, ça. Et donc les akashas, les fraternités. Alors sur la fraternité, ça c'était une demande. Côté Fondré, il y avait des personnes qui avaient demandé d'avoir cet objet ou cet acteur, parce que tu l'as fait en mode acteur finalement, puisque la fraternité, ça permet de réunir les Nephilim. Oui, alors du coup, il y a que 3 acteurs maintenant. Il y avait Simulacre qui a été supprimé. Ça commence à dater maintenant. Ouais. Donc vous avez figure, figurant, fraternité. Je reviens pas sur le figurant, c'est la même chose, mais vous pouvez créer une fraternité comme une figure. Ça reprend à peu près les mêmes thèmes. Vous avez la description. Les membres, c'est purement informatif, ça veut dire quels membres appartiennent à la fraternité. Les connaissances, donc ça va être les savoirs occultes, et puis les... je vais en prendre une vraie. Voilà. Le passé, les ressources, vous avez les sorts. L'historique, ça reprend un petit peu la même chose que pour les figures, hein. Vous allez drag and dropper des ressources et autres dans les époques d'incarnation que vous avez choisi d'apporter, et vous avez quelques options. Donc ça marche pareil que les figures, au sens que les incarnations sont classées dans un ordre chronologique. La différence, c'est que quand vous éditez l'historique, vous pouvez ajouter des membres. Je vais donner un exemple. Ici, je vais pouvoir prendre un acteur, ce qui est un peu le but de la fraternité, et je vais le drag and drop, et on va voir que il y a un acteur qui est apparu, Otarius, qui est un nouveau membre dans la fraternité. Il a été adopté pendant l'âge d'Erin. Si maintenant vous voulez qu'il quitte la fraternité, une certaine période, il suffit de le dropper, et du coup, vous voyez qu'il est rentré à l'âge d'Erin et qu'il est sorti à l'époque de Rome. Du coup, quand on va regarder les membres, il y sera pas parce qu'il est parti à l'époque actuelle. Mais si j'avais voulu jouer, par exemple, pendant l'époque des Tuatha Dé Danann, Otarius est bien présent parce qu'il n'est pas encore parti. Ceux qui sont pas arrivés ne sont pas là. Je sais pas si j'ai été clair, mais Moi, c'est très clair. Ça gère les entrées et sorties des membres dans la fraternité. Et puis, ça permet en fait à chacun de l'avoir en fait dans sa feuille de personnage, parce que ça va être mis dans la feuille de personnage en bas à gauche, en dessous du simulacre, et d'avoir accès aux ressources. Puisque si votre fraternité est bien organisée, en fait, ils vont se partager les focus, par exemple. c'est ça. Et, voilà. Et donc, ça permet d'avoir une vision pour un joueur des ressources mises en commun pour la fraternité, d'aller les prendre, d'aller les sélectionner. Et donc, est-ce que ça a un impact? Imaginons que, par exemple, il y a un focus de la fraternité, qui est une invocation de Cabale lambda. Est-ce que n'importe quel kabbaliste de la fraternité peut le lancer? Ou est-ce qu'il faut effectivement quand même l'avoir dans sa feuille de personnage, drag and dropper, pour l'utiliser? Alors aujourd'hui, j'ai pris le parti de pas le mettre automatiquement parce que c'est pas forcément le cas. Du coup, bien vous l'avez pas dans votre feuille de personnage. Faut aller la dropper. Faut aller l'utiliser. Mais c'est Vraiment. important, voilà. Donc c'est pas utilisable automatiquement. Et c'est une espèce de liste de ce qui est disponible et des entrées et sorties. Ça permet de suivre la vie de la fraternité, ses connaissances, ses ressources, et puis sa quête aussi, hein, parce que souvent la fraternité a une quête commune, qui réunit les Néphilim et qui va permettre d'être suivi. Alors, par contre, ce qui peut changer, c'est, par exemple, dans ce cas-là, on a une fraternité qui est axée sur l'époque celtique, irlandaise, etc. Et il y a 3 points d'histoire invisible.
qui a été développé. Et en tant que joueur et membre de la fraternité, je vais pouvoir utiliser ces ressources. Alors comment ça marche? Il faut, je crois, avoir activé la fraternité. Ouais. Faut qu'elle soit... Donc là, ça va permettre d'utiliser tous ces bonus. Et ces bonus vont être utilisés... Enfin, je regarde si je suis à la bonne époque. Je vais pouvoir bénéficier des bonus, parce que je joue à l'époque actuelle, des bonus d'histoire invisible. Donc si je fais un jet d'histoire invisible, je vais pouvoir, ou pas, utiliser l'aide de la fraternité. Donc ça va m'octroyer un bonus, hein, là, de 30%. Ouais. Parce que la fraternité a 3, je crois. C'est ça, ils ont 3 degrés. Alors lesquels? Donc en fait, c'est bien ça, hein, c'est-à-dire que sur toutes les compétences, savoir, quêtes développées par la fraternité, le bonus peut être sélectionné quand on lance le dé. Si Exactement. vous avez une fraternité plutôt de bourrin, ça va être en arme de mêlée. Mais si c'est une fraternité de sapiens, sur des... Donc tu peux choisir ça dans les options avec le bonus de fraternité. Alors, le bonus, c'est quel bonus va être appliqué. Donc il y a 2 calculs. Il y a le calcul standard qui est fourni dans les règles, qui est que je pense que ça prend le max. Et autour de notre table, ça plaisait pas trop parce que les gens qui mettaient des points et qui étaient au maximum voyaient pas trop l'intérêt à mettre ça. Donc j'ai fait à peu près le même calcul que pour les compétences, qui est que ça ramène tout à des points de sapiens. On en déduit après le niveau. Donc par exemple, un joueur qui a 2 dans un niveau occulte, il y a la fraternité qui a 1 point. Donc ça fera 2 points de sapiens plus 1 point de sapiens, 3 points de sapiens, et ces 3 points de sapiens pourront le faire passer à 3 par exemple. Ok. Du coup c'est un calcul un peu plus subtil, mais ça permet à quelqu'un qui est déjà au max d'avoir un petit bonus quand même de la fraternité. Ouais, que ça lui serve. Parfait. Voilà. Sur la fraternité, donc je pense qu'on a fait le tour de ce nouvel acteur. Et on va arriver à ce qui a été pas mal demandé, c'est la gestion des combats. Alors, le temps de te laisser peut-être préparer un combat pour montrer. Il y a 2 grandes manières de gérer les combats dans Nephilim. Il y a la manière, on va dire, cinématique, je te fais ça vite fait, qui prend une page de règles dans le bouquin et qui considère de dire je fais une attaque avec... juste un vécu ou une compétence et on mesure cela contre l'adversaire et c'est celui qui fait le plus de degrés qui réussit qui fait les dégâts. Voilà, ça c'est le truc de base le plus simple. Et il y a le système tactique qui utilise plus les puissances Nephilim que Carthage a développé. Et donc je te laisse la parole. Oui, donc du coup c'est vraiment lié au système tactique, hein, ce qu'on va voir. Si vous voulez utiliser des jets de dés d'armes, bah, utilisez les compétences courantes. Donc tout se passe dans l'onglet combat. L'onglet combat, il y a plusieurs parties, hein. Vous avez les dommages qu'a subi le personnage, ses armes, ses armures, l'état dans lequel il se trouve, les capacités, ça permet d'éditer comment utiliser, comment esquiver en fait. Vous allez pouvoir drag and dropper en éditant avec le petit symbole l'esquive ou la lutte. Vous pouvez dropper un vécu ou une compétence et le personnage va les utiliser pour esquiver ou lutter. Et puis des bonus qui sont vraiment liés aux circonstances. Par exemple, vous avez lancé un sort qui vous augmente l'initiative ou le mouvement ou les dommages. Donc vous pouvez mettre un bonus ici. Ok, et donc bien pour préciser, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, les dommages des armes sont bien gérés par les armes, les protections des armures sont bien gérées par les armures, et à droite les bonus c'est en plus. C'est-à-dire que si vous avez une armure de cabale, il y en a une qui fait 4 de protection, il faudra la mettre, si vous voulez faire rapidement, soit en armure comme une armure de cabale de 4, soit vous mettez une protection au bonus de 4 du fait de cette armure de cabale. Mais attention, n'oubliez pas. C'est-à-dire, si vous mettez une armure et en plus que vous mettez 4 en protection, il va y avoir 8 si je m'abuse en protection. Ça va être un massacre. Ouais. Ou pas. Ouais. Du
Du coup, alors une fois que vous avez droppé les armes et les armures, hein, toujours avec le cadenas, vous pouvez les glisser dans la fiche. Vous allez les voir apparaître. C'est lié au token. Donc, quand vous allez utiliser le combat, donc là, je passe en mode tactique. Pour utiliser ça, il va falloir cibler votre token actif, donc l'attaquant, et désigner la cible en la targetant via la touche T. Vous allez ouvrir la fiche, et là, vous allez voir que les dés sont utilisables. Et il y a plusieurs symboles, suivant les armes. Donc le jet de dés, ça permet de réaliser une attaque. Ces petits symboles-là vont permettre de définir comment utiliser votre arme. Donc là, le point, vous cliquez, ça fait rien, c'est normal, c'est une arme naturelle, vous pouvez pas faire grand-chose. Pareil pour les autres armes, sont un peu différentes. Vous avez alors les armes de contact. Quand vous avez l'épée, c'est une arme qui sert à attaquer. Quand vous avez un bouclier, c'est attaque et défense. Donc c'est utilisé parce que je sais pas moi quelle arme va être utilisée pour parer. Si vous en avez pas, il y a des manœuvres que vous pouvez pas utiliser parce que vous n'avez pas d'arme pour vous défendre ou parer les coups. Et puis vous avez la petite main. Ça, vous êtes désarmé, vous n'avez pas l'arme avec vous à portée. Pareil, vous pouvez être désarmé quand vous utilisez une arme à distance. Quand une manœuvre désarme la personnage, vous allez voir la petite main apparaître. Voilà, donc si vous avez les prérequis, hein, vous pouvez utiliser l'attaque. Donc là, je vais faire une attaque contact. Donc tout marche à peu près pareil. Par défaut, c'est un jet de dés opposé. Vous choisissez la manœuvre. Donc, suivant la manœuvre que vous utilisez, vous allez avoir un petit descriptif en bas qui vous permet de voir et de vous aider à choisir. Voilà. Si vous utilisez le petit onglet détail, vous allez pouvoir voir le détail du calcul de pourcentage. Les bonus liés, par exemple, aux circonstances, l'adversaire à terre, vous êtes à terre vous-même, etc. Vous êtes blessé, vous allez voir tous ces petits détails en pourcentage. Vous pouvez rajouter bien sûr un pourcentage modificateur, et puis utiliser une approche. Et vous allez lancer le dé. À ce moment-là, automatiquement, l'adversaire, si c'est un PNJ, c'est le MJ, si c'est un autre joueur, ça va être le joueur, va voir une pop-up arriver, et il va pouvoir cibler, en fait, définir comment se défendre. Donc, toujours de la même manière, hein, il choisit sa manœuvre. Ici, dans les règles, il est précisé qu'on a une malus de 20% à chaque fois qu'on se défend, quoi. À chaque fois qu'on tente une défense. Donc là, vous pouvez définir le nombre de défenses précédentes ou courantes. Et ça va appliquer directement le malus. Pareil, les approches. Vous définissez votre défense, vous cliquez. Oui. Et là, voilà. Et là, automatiquement, il passé. Il attaque, il réussit, l'autre il parvient pas, il se fait blesser. Alors, il a une menace de 6, il était à moins 41, c'est ça, je crois, si je m'abuse, parce qu'il attaque avec en subtil. Il se fait tirer et donc il a fait 42 et donc il a échoué. Voilà, donc il parvient pas à éviter l'attaque. Donc, alors, on revient avec l'épée, ce qu'on n'a pas mis, voilà, on va faire l'épée, et donc tu fais un test à l'épée contre l'assassin, et bien target, attaque standard, on va mettre un petit bonus pour être sûr de toucher, et puis l'assassin va faire un test d'opposition avec un gros moins, comme ça. Voilà, moins 80, je pense que il va pas y arriver, hein, normalement. Et donc, dans le chat, on voit que il parvient pas à atteindre. L'épée, ça fait 2 points, donc normalement, il doit cocher la case choc qui vaut 2.
Donc rappelons la règle pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Le petit point choc, c'est 1, 2, 3. Et donc là, si tu refais un coup d'épée qui va faire 2, soit il pourra cocher la grosse case à 3, soit la conséquence mineure à... Donc on va refaire un coup d'épée. Pareil, on va le booster. Et on va voir que normalement, s'il échoue, il va échouer. Il doit avoir pris encore 2. Et donc, comme il peut plus cocher le choc 2, il va cocher le choc 3. Et puis, s'il reprend encore 2, ça. N'oublions pas qu'il y a une petite règle, normalement, qui est que, quelle que soit la protection de l'adversaire, si vous arrivez à toucher, vous faites quand même 1 point de dégâts. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous arriverez à tuer votre adversaire, même s'il a une énorme armure. Vous allez arriver à le tuer. Donc ça gère les dégâts de manière automatique, ce qui est assez pratique, ma foi. Si vous avez un petit doute, vous mettez la souris sur le niveau de dégâts et vous allez avoir combien la case peut encaisser de dommages. Et donc vous pouvez aussi avoir les dommages magiques avec un glaive élémentaire. Et donc ça va fonctionner de la même façon à la fois sur la magie, les créatures magiques, hein, et le physique avec le malus. Donc moi, une petite question supplémentaire. Donc là, l'assassin est à moins 40. Et si vous lui faites faire un test d'attaque, par exemple, à l'assassin, imaginons que il doit avoir moins 40. Si ça, il faut bien targeter votre cible. Et donc, il va avoir ses moins 40 à en appliquer les blessures. Et donc, ça va commencer à être compliqué pour lui de survivre dans ces conditions. Alors, s'il était, je sais pas, je lui mets la totale. Bon, immobilisé, quand on est immobilisé, on peut plus faire grand-chose. Hein. Il y a qu'un jet de lutte pour se libérer. Ouais. Mais s'il était, par exemple, à terre, voilà. Là, on voit des malus supplémentaires. D'accord, donc tu as cliqué sur la petite loupe pour avoir le détail et qui va faire la somme de tous les malus sur lesquels que l'assassin a. Donc Nephilim, c'est un jeu un peu... une fois qu'on est blessé, la vie commence à être compliquée. Sauf pour les Nephilim qui peuvent toujours utiliser une approche pour s'en sortir à un moment donné. Donc le combat peut être rapide. Donc tu as automatisé finalement les armes, les actions possibles, du type et les approches possibles et les dégâts. Donc avec ça, ça doit grandement accélérer votre workflow, votre processus de combat. Les armes à distance, parce qu'il y a 2 manœuvres supplémentaires. C'est que je peux viser, donc je clique ici, on voit que j'ajuste le tir, je rajoute 20% à chaque fois. Donc là j'arrive au taquet des bonus que peut m'octroyer la visée. Donc je vais tirer sur mon adversaire, je fais un tir, là je peux choisir le type de tir. Donc je vais faire un tir normal, je vais donner des bonus. Et là, on voit que je peux commencer à recharger l'arme parce que j'ai pas le maximum de munitions. Donc si je clique ici, je vais recharger mon arme. C'est pas une attaque, c'est des petites manœuvres. C'est des petites manœuvres. Voilà. Là, vous pouvez viser effectivement. On a les approches, les armes à distance. Et donc les armures, imaginons que par exemple l'assassin ait une armure lourde, histoire de voir ce que ça pourrait faire sur l'assassin. Mettre une petite armure. Voilà. Bon, ça fait 2 points de physique. Voilà. Et donc on va voir que ça doit défendre normalement un peu. Alors, je vais attaquer, classique. Hop, donc il parvient pas. Il a pris une épée C2, si je m'abuse. L'armure de cuir, ça défend de 2. De 2, donc là on est dans la règle qui va bien, c'est-à-dire que vous attaquez, normalement la protection enlèverait tous les dégâts, mais la règle dit que vous prenez au moins 1 point. Voilà. Donc même si l'armure avait été à 4,
vous auriez pris quand même un point qui permet de finir un jour en combat, sinon ça peut durer très très longtemps. Donc l'armure est bien gérée dans les combats. Et donc on va vous montrer donc l'assassin qui aurait qui voudrait répondre à cette attaque peut faire aussi une approche de cas. Imaginons que c'est un initié, et s'il fait une approche de cas, il va passer à 11 degrés, donc 110, pour attaquer. Donc c'est géré aussi pour les figurants qui sont non éphilim, on peut le gérer. Et puis donc là il parvient pas, Ogma apparaît le coup et donc il va prendre un dégât à moins qu'il ait une armure. C'est une dague, donc voilà, la dague ça fait 1 point, alors que les armes qui font les dégâts, on va dire 1 point de dégâts, quelle que soit la protection, il faut que ça soit supérieur à 2. Voilà, donc avec ça, vous pouvez gérer des combats un peu plus tactiques que la vision un peu plus simpliste d'une simple test d'opposition, et c'est celui qui fait le plus de DR, de degré de réussite, qui gagne. Merci Carthage pour cette présentation, et à très bientôt sur le Discord, et merci à tous. Merci Kylian, et merci tout le monde.